savez, ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, je dois reconnaître que c'est rarement la première fois en quoi que ce soit. On parle surtout des gens quand ils font des couac. Et je crois que Dominique Folmier, arrivé à l'instruction publique, J'ai bien dit peu nombreux, plus préoccupés, peu scrupuleux, sont rares, je l'espère. Moi, je fais du vélo. Et ce qui était vrai il y a 698 ans, Je fais de la menuiserie, de la moto. est encore vrai aujourd'hui. Je fais un peu de moto aussi. C'est sûr que c'est un problème désagréable. Alors, si vous permettez que nous parlions du budget, j'aimerais, alors que c'est la question que vous me posez, vous dire ceci. Bouc émissaire, la vache à lait, le cochon de payeur. C'est pas une excuse. Victor style is coming your way now. Tomorrow's look is here today now. It's your time to fly with a Vectra now. It's Electra now. Opel Vectra now. Look at Opel now. Look at Opel now. Soup drink de magie, un bouillant amour, et quel choix délicieux, une surprise toute chaude, de magie. Hé, tu fais quoi là? C'est un truc pour homme, ça. Vous tombez à pic, couchez-vous voir sur le lit. C'est important. La zone médiane est renforcée de 4 lattes jaunes supplémentaires. Elles entrent en jeu quand la capacité de soutien normale est sollicitée. Comme maintenant. Les 4 lattes montées plus bas s'adaptent automatiquement et en souplesse sur toute la surface de la zone médiane. C'est rudement astucieux. Bicoflex pour un sommeil sain et profond. Mais pas seulement pour les hommes, pour nous les femmes aussi. Oui, depuis 10 ans, l'équipe nationale de ski déjeune avec cet excellent produit. L'alimentation de base idéale pour tenir jusqu'au bout. Naturellement, nos skieurs, eux aussi, doivent tenir jusqu'au bout. Ils s'entraînent durement pendant des semaines pour atteindre le maximum le jour de la course. Champion de Familia, pour tenir jusqu'au bout. Look at Opel now. Bonsoir. La situation dans les pays de l'Est, une fois de plus en vedette. Le fait du jour aura été la visite en Roumanie d'Eduard Shevardnadze, le chef de la diplomatie soviétique, venu apporter son soutien à la révolution roumaine. Nous en parlons dans un instant. Car la Roumanie, c'est aussi une situation qui touche de près tous ceux qui, chez nous, ont contribué aux multiples actions d'aide d'urgence. Un peu partout, on assiste maintenant au retour des premiers camions partis à fin décembre, chargés de vivres, de médicaments et de vêtements. Les Suisses qui reviennent de Roumanie, à Lausanne ou ailleurs, témoignent tous des mêmes sentiments, un accueil émouvant de la population roumaine, l'impression d'avoir été utile et le désir de maintenir les liens de la solidarité avec la Roumanie. Moment d'intense émotion ce soir à Paris-Orly. Après des années d'attente et d'incertitude aussi, des parents adoptifs ont pu aller chercher leurs enfants roumains. C'est l'épilogue heureux d'une affaire qui met une fois de plus en lumière la barbarie du dictateur Ceausescu. Jusqu'en 1988, la Roumanie était le seul pays européen à permettre l'adoption d'enfants à l'étranger. Mais Ceausescu a brutalement mis fin à cette pratique. En refusant à ses enfants le droit de rejoindre leur famille française, le conducteur se servait d'eux comme chantage pour obtenir la reprise des relations rompues par la France en raison de la violation des droits de l'homme en Roumanie.
La Roumanie attendait beaucoup de la visite d'Édouard Shevardnadze aujourd'hui à Bucarest. Elle n'aura pas été déçue. Le numéro 1 de la diplomatie soviétique n'a pas seulement témoigné du soutien moral de Moscou à la révolution en cours en Roumanie, mais il a aussi témoigné de son soutien économique. L'URSS va fournir 22 millions de mètres cubes de gaz et 390 millions de tonnes de pétrole pour aider la Roumanie à passer l'hiver. La rencontre d'Édouard Shevardnadze avec les nouveaux dirigeants roumains, une réunion à huis clos et sous haute surveillance. On sait d'elle que l'URSS et la Roumanie vont entamer des discussions sur les frontières, avec la Moldavie notamment, afin que les gens puissent circuler librement d'un pays à l'autre. Ion Iulescu, le numéro 1 roumain, est d'ailleurs invité en visite officielle à Moscou d'ici à la fin janvier. M. Shevardnadze a également démenti l'existence de contacts entre le Kremlin et le Front de salut national avant la révolution du 22 décembre. Une certitude aussi, c'est que les dirigeants roumains entrent dans une zone de turbulence intérieure. Des manifestations sont prévues pour demain dimanche à Bucarest pour exiger que les élections d'avril soient reportées à plus tard. Et le numéro 1 roumain a déjà basté. Il a reconnu aujourd'hui que le délai était trop court pour permettre au nouveau parti de se préparer. Il n'a pas précisé en revanche quelle sera la nouvelle date prévue. Réduire de moitié les forces armées des deux Allemagnes dans un délai de 2 ans, demander aux troupes alliées et soviétiques de se retirer du territoire des deux Allemagnes, telles sont les propositions faites aujourd'hui par le Parti communiste est-allemand. Cette initiative est apparemment une réponse aux propositions d'unification du chancelier Kohl. À suivre, on attend la réaction de l'OTAN et bien sûr celle de l'Allemagne de l'Ouest. En Tchécoslovaquie, la très large amnistie décrétée par le nouveau président Václav Havel a des conséquences aussi désastreuses qu'imprévues pour l'industrie automobile du pays. Plusieurs milliers de prisonniers travaillaient en effet dans ce secteur. C'est à l'usine Skoda, au nord de Prague, que la situation est la plus grave. Des chaînes de montage se sont pratiquement arrêtées depuis le 1er janvier. Des milliers de prisonniers y travaillaient à des postes stratégiques. En attendant leur libération, ils font désormais la grève. Il faut dire que si le travail était obligatoire pour eux, en tant que prisonniers, ils étaient évidemment sous-payés et corvéables à merci. Pologne, enfin, vous saurez que le Parti communiste polonais, le PUP, n'existe virtuellement plus. Les 230 membres du comité central du parti ont approuvé le projet de dissoudre ce parti dans le courant de janvier et de le remplacer par une formation non marxiste. En Suisse, une seule manifestation est venue troubler cette paisible journée de fin de vacances. Près de 2000 personnes ont marqué leur opposition aujourd'hui par un défilé au flambeau au projet de construction de nouveaux tronçons d'autoroute qui font l'objet de l'initiative dite Trèfle à 4 et qui est devenue Trèfle à 3 depuis le retrait de l'opposition à la Transjurane. Et puisque la maigreur de l'actualité suisse nous en laisse le loisir, on suit Anne Cuneo maintenant à Bâle, où le Musée des Arts et Traditions Populaires présente des théâtres en papier du 19e siècle, un charme qui opère toujours. Pour nos ancêtres, les feuilles à découper et le théâtre en papier parmi elles étaient un instrument d'information culturelle autant qu'un jouet. Après une première qui avait fait du bruit au théâtre ou à l'opéra, les éditeurs spécialisés publiaient des feuilles gravées représentant le théâtre, le décor, les personnages. C'étaient souvent les décorateurs du théâtre eux-mêmes qui préparaient les feuilles à découper. Au cours des rues londoniennes, le cri de « un demi-penny simple, un penny colorié » a signalé à des générations d'Anglais qu'ils pouvaient se procurer une nouvelle histoire, en noir et blanc ou coloriée à l'aquarelle. Le théâtre en papier et ses personnages étaient tout aussi connus en France et en Allemagne qu'en Angleterre. Avant de jouer une pièce, il fallait découper, colorier, coller, construire, éclairer, préparer texte et musique. Un plaisir auquel les familles s'adonnaient souvent collectivement.
comédie, drame, tragédie, opéra, contes de fées. Le répertoire du théâtre en papier est inépuisable. À plus d'un siècle de distance, il garde pour nous intact le charme qui envoûtait déjà nos arrière-arrière-grands-parents. Voilà la météo maintenant au nord des Alpes. Donc ici, ce sera comme d'habitude du brouillard en plaine le matin jusqu'à 1000 mètres, sinon en partie ensoleillé. L'après-midi, quelques précipitations possibles, limite des chutes de neige vers 1200 mètres. L'évolution probable pour lundi, variable. Mardi, retour au soleil en montagne et au brouillard en plaine. Et au sud du pays, devinez toujours et partout du soleil. Voilà pour l'essentiel des nouvelles. Il y manque pourtant l'exploit sportif du jour, le retour triomphal de la skieuse Franny Schneider en tête de la Coupe du Monde. Mais ça et les autres nouvelles sportives du jour, c'est le domaine de Roger Félix. Je lui cède la parole. Merci de votre attention. Passez une très douce nuit. Une bonne journée de demain. Au revoir. Pas trop court, s'il vous plaît. Plus court. Et encore plus court. Et encore plus court, monsieur. Personne ne se laisse déranger pendant la lecture d'un nouveau catalogue de vacances Kuoni. Commandez le vôtre 24 heures sur 24 au téléphone vacances Kuoni. Bienvenue à fans de sport. Au sommaire ce soir, ski alpin Vreni Schneider fait très fort à Piancavallo. Pourtant, elle avait prévenu, n'attendez pas trop de moins. Ilson, l'homme qui skie comme Stenmark, l'emporte à Kranjska Gora. Premier Suisse Polakola, il est 7e. Fin de la tournée des 4 tremplins en saut à ski. Aujourd'hui, la victoire est allemande, déception chez le Suisse. Fans de sport, vous êtes gâtés ce soir. 4 matchs de hockey vont vous être présentés en images, dont Berne-Lugano. Sur la magnifique piste de Saint-Moritz, les Zurichois Vedder et Gerber ont pris une option pour le titre national en Bob à 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester en notre compagnie une heure durant. Vous avez vu notre sommaire, alors sans plus attendre, je vous propose de commencer cette émission par le ski alpin. On fêtait 2 retours aujourd'hui, tout d'abord celui de la Coupe du Monde féminine qui revient en Europe. Et puis également le retour de notre compatriote Vreni Schneider qui s'était blessé en décembre, vous vous en souvenez, aux États-Unis. Vreni Schneider qui frappe très fort à Piancavallo. Isabelle Nussbaum. Vreni Schneider a effectué aujourd'hui à Piancavallo un retour triomphal à la compétition après la pause forcée d'1 mois suite à sa blessure au genou le 6 décembre dernier à Stimley. La Glaronnaise a montré que son opération n'était plus qu'un mauvais souvenir et dès la première manche du 3e slalom de la saison, elle a imposé son talent. Sur cette piste de neige artificielle très dure, elle repousse dans cette première manche l'Autrichienne Ida Lachstetter, deuxième à 1 seconde 55, alors que derrière elle, 14 concurrentes sont regroupées dans la même seconde. Une véritable démonstration, notamment dans l'attaque des piquets et la relance à la sortie des portes. Regardez. Nous retrouvons la deuxième manche avec Christine von Gruningen, 6e de la première manche à 1 seconde 86 de Vreni. Christine von Gruningen conservera à l'issue de son deuxième parcours son 6e rang. Une bonne performance pour la skieuse de Schönried qui jusqu'à présent au début de saison est totalement absente des classements. Déception en revanche pour Brigitte Hörtli, 17e. Brigitte Gardien, 20e, alors que la jeune Gabriela Zimre termine au 18e rang.
Claudia Strobel, victorieuse du slalom de Steamboat Spring en l'absence de Vreni il y a un mois, a terminé 3e. 5e de la première manche, l'Autrichienne de 25 ans confirme qu'elle est l'un des meilleurs éléments de l'équipe de Raymond Berger. Claudia Strobel menait jusqu'à aujourd'hui le classement de Coupe du Monde de la spécialité, mais Vreni Schneider lui a ravi la place avec 50 points, soit 2 longueurs d'avance sur Claudia Strobel. Monika Mayer-Hofer, maintenant 9e de la première manche, a gardé la tête du classement provisoire longtemps, puisqu'elle n'a été devancée que par Vreni Schneider. L'Autrichienne termine donc au 2e rang, à 1 seconde 38 de la Garonnaise. 6 Autrichiennes se sont hissées dans les 10 premières, confirmant leur suprématie d'ensemble sur la spécialité. Mais une fois de plus, la route de la victoire leur a été barrée par la détentrice de la Coupe du Monde, Vreni Schneider, éblouissante aujourd'hui. Vreni Schneider, lors de sa 2e manche ici, une avance confortable de près de 2 secondes sur Mayer-Hofer avant de s'élancer sur la piste. Vreni ne réalisera finalement que le 4e chrono sur le 2e tracé à cause d'une grosse frayeur en fin de parcours que vous allez voir tout à l'heure. La Garonnaise néanmoins s'imposera devant 3 Autrichiennes, Monika Mayer-Hofer, Claudia Strobel et Anita Wachter, signant sa 12e victoire en slalom et son 29e succès en Coupe du Monde. Regardez, elle s'envole croix au pile, mais c'est sans compter son incomparable coordination et sa condition physique. Vreni se tire avec maestria de la situation et remporte cette 11e course de la saison. Elle remonte du même coup au 4e rang du classement général avec 69 points. Un classement général mené par Mikaela Gerg avec 133 points. On revoit la prouesse acrobatique de Vreni Schneider. Un succès également pour Jean-Pierre Anzermo, son préparateur, qui enregistre aujourd'hui la 100e victoire en Coupe du Monde de l'une de ses skieuses. Record absolu, ça valait bien une photo. Merci Isabelle. Classement général de la Coupe du Monde des dames. En tête, Mikaela Gerg, l'allemande, avec 133 points, devant 2 Autrichiennes, Anita Wachter et Petra Kronberger. Elle précède 3 Suissesses, Vreni Schneider, qui revient, Maria Walliser et Michela Figini. Vous le savez, le manque de neige se fait cruellement sentir un peu partout et la station de Kranjska Gora n'échappe pas à la règle. On devait y disputer aujourd'hui un géant messieurs, mais en définitive, on a juste trouvé un tout petit peu de neige pour y faire courir un slalom spécial en remplacement de celui de Madonna qui avait été renvoyé en décembre dernier. Jacques Deschenaux. Tel un diable sortant de sa boîte, voici Pirmin Zurbriggen à l'assaut de la 2e manche du slalom de Kranjska Gora. 10e à l'issue de la première, il avait concédé un retard de 87 centièmes de seconde sur l'Allemand Armin Bittner. Mais Pirmin, qui en a les moyens, semble décidé à revenir autant qu'il pourra au classement. Meilleur temps intermédiaire avec près d'une demi-seconde de gagné et là, subitement, c'est la malchance. Pirmin enfourche à l'entrée de la porte bleue, ce qui est tout de même relativement rare, et cela contraint le Valaisan bien sûr à l'abandon. Les espoirs suisses reposent dorénavant sur Paul Hakola, 6e de la première manche. Un Hakola qui va terminer à la 7e place finale de ce slalom, à 1 seconde 08 du vainqueur. Un classement dans les points auquel il convient d'associer la 15e place du Valaisan Christophe Berra, qui lui avait déjà terminé à 10e place à Waterville Valley. Les Suisses sauvent donc bien l'honneur à Kranjska Gora. 8e seulement de la première manche, le Suédois Jonas Nilsson avait concédé 68 centièmes de seconde sur Bittner. Son début de second parcours est relativement quelconque, mais ce n'est qu'après le temps intermédiaire que le Suédois va véritablement se réveiller et faire la différence. Victorieux il y a 4 saisons à Madonna di Campiglio, Jonas Nilsson va se montrer le digne successeur du grand Ingemar Stenmark, puisqu'il va reprendre 1 seconde à tous ses rivaux sur cette partie inférieure du tracé. Relevé que la Suède n'avait plus gagné depuis Ingemar Stenmark à Markstein en 1987.
À ce moment-là, pourtant, tout n'est pas dit, car Hubert Strolz va encore pouvoir inquiéter le Suédois. Strolz avait en effet 24 centièmes de mieux que Nilsson et son début de parcours est très performant. Le temps intermédiaire va en témoigner. En effet, avec 24,91, il se place derrière le malheureux Zurbriggen, mais il accentue son avance sur Nilsson, qui se situe dorénavant à 41 centièmes de seconde. Et bien sûr, les 30 dernières portes, il va perdre 42 centièmes de seconde. Hubert Strolz. Pour finalement terminer deuxième à 1 centième de seconde de Nilsson. À relever que la chose n'était plus arrivée, 1 centième de seconde, depuis 1969, lorsque Jean-Daniel Auger avait battu l'Autrichien Huber à Waterloo Valley. Autour d'Armin Bittner, qui avait 68 centièmes de seconde à gérer. Mais vous verrez que cela ne va pas lui sourire, puisque Bittner va enfourcher. Pour rien, il est vrai, mais enfourché tout de même, comme on le revoit, après 15 secondes de course seulement. Ainsi donc, le tiercé de ce premier slalom de Kranjska-Gora, Nilsson devant Strolz et un autre Autrichien, Tritscher. Et à la Coupe du Monde de la spécialité, on constate, une fois qu'on a fait abstraction de Bittner qu'il faut éliminer, que c'est Strein qui est en tête avec 55 points, contre 51 à Fouruzet, Zurbriggen en a 29 et Akola 26. Merci Jacques. La revanche de ce slalom spécial, ce sera pour demain, toujours à Kranjska-Gora. Vous pourrez suivre la première manche à 10h10 sur la chaîne suisse italienne. Le classement général de cette Coupe du Monde, messieurs. Toujours en tête, les Christian Fouruzet, le Norvégien, avec 128 points. Deuxième, Pirmin Zurbriggen avec seulement 2 points de retard. Puis l'Allemand Bittner, troisième, déjà distancé avec 79 points. Quant à Paul Akola et Franz Heinzer, meilleur Suisse après Zurbriggen, ils sont 15e. Alors plein feu maintenant sur Anne-Marie Portelès, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de la tournée des 4 tremplins. C'était la fin de cette tournée. Hein. C'était la dernière étape après Garmisch, Oberstdorf et Innsbruck. Et c'est le dernier concours de Bischofshofen, a permis à la nouvelle génération de s'affirmer. Le vainqueur du concours, František Jess, est âgé de 19 ans. Le vainqueur de la tournée des 4 tremplins, qui est l'Allemand de l'Ouest, Dieter Thomas, est à peine plus âgé puisqu'il a 20 ans. L'arrivée de cette nouvelle génération et la confirmation de l'homogénéité de l'équipe d'Autriche ont été les faits marquants de ce concours de Bischofshofen. Stefan Wolf est un sauteur comme les autres, ou presque. En fait, il ne participe pas à cette compétition, mais vous y fait participer grâce à la caméra qu'il porte sur son casque. Le tremplin Paul Außerleitner dévalé à plus de 90 km/h pour atterrir à plus de 90 mètres. Le record se situe à 115 mètres et est détenu par l'Autrichien Andreas Felder. Le point critique est fixé pour sa part à 111 mètres. Autre caractéristique de ce tremplin, il est lent avec une longue table plate qui exige une parfaite coordination des mouvements. Les Suisses n'ont pas particulièrement brillé sur ce tremplin de Bischofshofen. 38e, Christoph Lehmann a signé le meilleur résultat. 26e après la première manche avec un saut mesuré à 98 mètres. Lehmann a rétrogradé après cette deuxième manche où il n'a obtenu que 91 mètres avec des notes de 14 et de 15. Après sa 11e place à Innsbruck, Christian Auswirth a particulièrement déçu en ne terminant qu'au 45e rang. L'équipe de Suisse éprouve de la peine à décoller, bien qu'elle bénéficie maintenant de conditions d'entraînement tout à fait acceptables. 4e à Oberstdorf, vainqueur à Garmisch, 2e à Innsbruck. L'Allemand de l'Est, Jens Weissflog, est en tête du classement intermédiaire de la tournée des 4 tremplins. Weissflog a cependant compromis ses chances de victoire finale dans la première manche en terminant au 10e rang avec un saut de 102 mètres. 98 mètres pour cette deuxième manche, c'est trop court. Weissflog termine 11e du concours et 3e du classement général. Ernst Vettori, celui que l'on surnomme l'aigle du Tyrol, il est en tête de la Coupe du Monde, 6e de la première manche avec un saut de 105 mètres. Un très beau style que les juges ont apprécié en lui accordant 2 fois la note 18 et 3 fois 18,5.
Ce second saut est un peu plus long, 107 mètres. Il obtient le 4e rang du concours et de la tournée et surtout il reste en tête de la Coupe du Monde. Dieter Thomas avait laissé une pression lors des entraînements. L'Allemand de l'Ouest a confirmé lors de la première manche en atterrissant à 106 mètres et demi et en prenant la 4e place. Dans cette deuxième manche, il fera encore mieux, 111 mètres, le saut le plus long de la journée. Cela ne lui permettra pas de remporter le concours. Il est second. Par contre, Dieter Thomas s'impose au classement général. Cela faisait 30 ans qu'un Allemand de l'Ouest ne s'était plus imposé dans la tournée des 4 tremplins. Ole Gunnar Fridtjestøl, le Norvégien, 3e de la première manche avec un saut de 108 mètres. Il a fait mieux que ses compatriotes Olink et Opas, 6e. Très régulier, son second saut est mesuré à 107 mètres, ce qui lui permet de se classer à la 3e place devant les deux Autrichiens Ernst Vettori et Werner Heim. Des bonnes notes de style, 17 et 17,5 pour un total de 218 points. František Kiest, concentré, c'est le vainqueur de la première manche avec un saut mesuré à 110 mètres. 3e à Garmisch, 6e à Oberstdorf, ce Tchécoslovaque de 19 ans va s'imposer ici à Bischofshofen avec un saut de 109 mètres et un total de 227 points. L'année dernière, il n'était que 60e sur ce même tremplin et 43e de la tournée. Au classement général, victoire, rappelons-le, de Thomas. Yes est 2e, 3e Weisflot, 4e Vittori, 5e Nicolas. Il nous reste encore à vous donner le classement de la Coupe du Monde. L'Autrichien Ernst Vettori conserve le maillot jaune avec 131 points. Suit au 2e rang le Finlandais Nicolas avec 109 points et l'Allemand de l'Ouest Dieter Thomas remonte à la 3e place avec 108 points. Merci Anne-Marie. On va rester quelques secondes, si vous le voulez bien, avec le ski nordique. C'était aujourd'hui le saut combiné de Reit im Winkel. Premier Klaus Sulzenbacher, l'Autrichien. Le premier Suisse est Andreas Schad, il est 14e. Hippolyte Kempf, notre champion olympique, est 36e, et Stéphane Spenny est 48e. C'est donc une déception, il faut bien le reconnaître, chez les Suisses. Demain se disputera bien sûr le 15 km, et Hippolyte Kempf partira avec un handicap très très lourd, puisqu'il aura un handicap de plus de 5 minutes. Il ne pourra vraisemblablement pas viser une place d'honneur. Les résultats, quelques résultats maintenant, les résultats de basketball, la Ligue nationale A, messieurs. Alors on les découvre. Champel-Vevey, 128 à 106, victoire de Champel. Nyon s'est défait de montée à montée par 100 à 89. Sam Massagno a battu SF Lausanne à Lausanne par 102 à 101, des scores très très serrés comme vous pouvez le voir. Puyi s'est défait de Fribourg Olympique à Fribourg, 90 à 89. Et Bellinzon a battu Reusbull par 116 à 107. Au classement, Nyon est en tête avec 2 places d'avance sur un duo composé de Puyi et de Champel. Puis on trouve Sam Massagno, Fribourg Olympique et Vevey avec 12 points. Quant à SF Lausanne, il a laissé échapper ce soir l'occasion de se replacer dans la course pour les playoffs. Les Lausannois n'ont pas eu de chance et dans notre émission de demain, consacrerons un reportage à la rencontre SF Lausanne, Sam Massagno. On passe, si vous le voulez bien, au hockey sur glace avec les résultats. Tout d'abord en Ligue nationale A, je ne vous donne qu'un résultat, celui de Cloton-Zurich. Cloton s'est défait de Zurich par 7 à 1, puisque nous verrons tous les autres matchs en images. En Ligue nationale B, que l'on va découvrir maintenant, Coire s'est défait de Davos à Davos par 7 à 4. Lausanne a battu Langnau par 5 à 2. Lys a battu Sierre par 6 à 4. Martigny a battu Rapperswil par 5 à 2. Et Erizo à Houtsville a battu Houtsville par 4 à 0. Nos images maintenant, qu'ont fait les Jurassiens à Ambri-Piotta, eux qui savent parfois jouer les troubles fêtes. La réponse avec Marc Brugger. Après sa bonne résistance jeudi face aux leaders Bienne, Ajoie voulait confirmer ses bonnes prédispositions au Tessin. 4e minute, les Jurassiens à 5 contre 4. Le puck sur Princi qui tire et ouvre le score devant 4400 spectateurs médusés. Un avantage qui reflète bien la manière décidée dont les Ajoulots ont empoigné ce match. Bousculé, Ambry va se reprendre et 7 minutes plus tard, alors qu'Egli est sur le banc des pénalisés, Choumi va hériter du puck. Un relais avec Fer et Choumi qui tente sa chance, c'est 1 à 1. Choumi qui trompe Val dans un angle très fermé.
Et dès ce moment, les Tessinois vont prendre les choses en main pour ne plus les lâcher. 14e minute, McCourt, lancé en profondeur, se retourne et voit Yax tout seul. Yax qui inscrit sans peine le 2-1 face à un Christophe Val bien esselé en la circonstance. Mauvais renvoi de la défense jurassienne qui évolue à 3 contre 4. Tchoumi tire 3-1 à la 15e minute. Même au ralenti, il est bien difficile de dire si le Palais a franchi la ligne. La lumière rouge s'est allumée et M. Föcklin validera le but malgré les protestations jurassiennes. Les choses vont encore empirer pour Ajoie au second tiers. 25e minute, Fischer laisse pour Vigano. Vigano Kaltenbacher pour un 4-1 de toute beauté. Un 4-1 qui est aussi le 100e but d'Ambry cette saison et qui annonce une avalanche. Le 101e tombera à la 28e minute. Yax derrière la cage et McCourt pour faire 5-1. Une minute plus tard, Metzger sert Bruno Celio 6-1. Et dans la minute suivante, McCourt fusille Val 7-1 alors que l'on joue depuis 31 minutes. Bien que déjà battu, Ajoie a profité du relâchement tessinois par Grand qui s'y reprend à 2 fois, 7-2. Une mince consolation que cette seconde réussite pour des Jurassiens surclassés par Ambry Piotta tout au long du deuxième tiers. Troisième période maintenant et réaction d'Ajoie qui va se montrer dangereux par Jolidon tout d'abord. Le voici Jolidon. Puis après ce cafouillage et la récupération de Grand, c'est Princi qui va tirer. Mais il y a des moments où le cœur ne suffit pas. C'est au contraire Sembinelli qui va oublier le puck au profit d'Antizine, puis Berda qui va le laisser à Metzger pour le 8-2. On va revoir cette 8e réussite tessinoise qui tombe à la 51e minute. Et à 3 minutes de fin du match, Grand, auteur du deuxième but à Joulot, va perdre le puck sur Fer qui transmet à l'inévitable McCourt 9-2. Ce sera le score final. Une sévère défaite pour Ajoie qui a une nouvelle fois prouvé sa difficulté à s'exprimer ailleurs qu'à Port-en-Entruy. Merci. Jeudi soir, Fribourg-Gotteron a été sérieusement accroché par Berne. On en avait vu de larges extraits. Les Fribourgeois ont-ils trouvé, après cette défaite, un moral tout neuf? Eh bien, ce soir, ils reçoivent Holton. Michel Ditria, c'est à vous. 5500 spectateurs à Saint-Léonard, Holton envers Gotteron avec Hodgson et ça n'a pas traîné. Première minute, Anton Stasny au centre, ils sont en tout cas deux les Fribourgeois. On croit qu'Holton a le temps de repartir, mais regardez bien Raymond Souter, son erreur qui profite à Stasny. Un tir, Bronman a surgi, mais c'est bien Stasny qui marque 1-0 pour Gotteron. Et on revoit Stasny et Bichère ne fait qu'accompagner ce puck dans ses buts 1-0 après 1 minute et 9 secondes. 4e minute maintenant, on se trouve dans le camp de défense d'Holton. Graf a récupéré, il s'en va donner à Fourer qui est seul, un partout. Fourer, l'ancien Fribourgeois, 34 ans cette année, mais toujours bien là, on revoit un partout par Fourer. Nouvelle contre-axe le Roi, quelques minutes plus tard, Souter va se présenter seul, mais toujours un partout. Contre-attaque fribourgeoise maintenant, Balmer, le voici Balmer, vers Brodman, qui manque de peu. Le match a baissé en intensité, mais Gotteron s'est aussi à quelques occasions, comme ici Rotaris. C'est Stasny qui va arriver, qui va tenter de reprendre, et cette mêlée ne donnera rien. 7e minute, Gotteron à 4 contre 5. Un slap et un renvoi, et c'est le McLaren qui manque de peu. Quelques secondes plus tard, c'est le Roi à l'attaque et on va retrouver un certain McLaren dans ses œuvres.
Secher intervient et puis Niederrust. Et à nouveau Secher, le gardien fribourgeois. Fribourg qui était toujours à 4 contre 5. Second tiers-temps, l'émission jusqu'à la 37e minute. Et là, ça va très vite. Hudson vers Hofstetter, petit clap bien joué. Gauthieron reprend l'avantage 2-1. On revoit toute l'action et ce clap puissant d'Hofstetter. Rien à faire pour Ebicher. 20 secondes plus tard, rebelote. Après ce tir, le puck va revenir aux Fribourgeois. Revient vers Chalère qui résiste à McEwen. 3-1 pour Gauthieron. Chalère qui a profité d'une mauvaise passe soleroise. Nous jouons la 37e minute. 38e minute, action fribourgeoise. Stasny, Rotaris et Brodman qui s'y reprend à 2 fois. Toujours 3-1 pour Gauthieron. Mais dans la même minute, Holton va réduire la marque. But curieux. Soyez attentifs, c'est Müller qui centre. Au centre, il y a Baer avec Stoffel et c'est 3-2. Et il semble que ce soit un autogol. Regardez bien la canne de Secher dans ses propres filets. 3-2 donc. Il reste 1 minute à jouer dans ce second tiers. Action fribourgeoise par Tchoumi. Liniger récupère pour Steger à bout portant. On en reste à 3-2. Troisième tiers-temps, 46e minute, le puck va arriver vers Toys, le voici. Déviation Hudson et Stasny qui manque. 51 minutes d'action de McEwen pour Baer, sauvetage de Secher. L'action va repartir côté fribourgeois, le puck va ressortir vers Stasny qui s'en va en contre, qui traverse la patinoire. 4-2 pour Gauthieron, alors qu'il reste 8 minutes et 22 secondes. L'affaire semble entendue, d'autant plus qu'à la 58e minute, Brodman, un des meilleurs fribourgeois, va se mettre en évidence sur cette action en solitaire superbe. 5-2 au final donc pour les fribourgeois dans une partie moyenne. Mais l'important pour Gauthieron en ce moment, c'est de gagner. Les 5500 spectateurs ont apprécié. Donc victoire fribourgeois ce soir, c'est excellent pour le moral. On retrouve Anne-Marie Portelez. Vous avez suivi l'entité de la rencontre entre Berne et Lugano. C'était le match du jour. C'était un bon match? Un match très plaisant, très animé, avec de très belles actions de hockey. Ce Berne-Lugano constituait indiscutablement le match phare de cette première journée du 4e tour. L'Allemagne affichait complet, il y avait beaucoup d'ambiance. 16 000 spectateurs ont pu assister à un match très ouvert, dont nous allons suivre de larges extraits avec Eric Vimin. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. On doit être à guichet fermé pour cette rencontre qui est indiscutablement la grande affiche de la soirée entre Lugano et le CP Berne. L'arbitre de la rencontre est un Suédois, M. Svensson, assisté de 2 juges de ligne également de Suède, messieurs Dorman, tous les deux Dorman d'ailleurs. Et un match qui a des allures de revanche. On pense bien sûr toujours au final de l'année passée, la saison passée entre Berne et Lugano. Puis depuis le début de cette saison 89-90, c'est la 4e fois que les deux équipes se rencontrent. Lugano n'a jamais gagné contre Berne cette saison. Lugano a fait match nul les 2 fois chez lui, 3-3. Et puis c'était incliné ici contre le CP Berne sur le score de 3-2. On attend donc un match animé. Un premier tir de Gilles Montandon d'ailleurs. L'autre qui est par Marchmix et puis le puck est à nouveau joué. On attend donc un match intéressant, animé. Il y a beaucoup de Tessinois qui ont fait le déplacement pour cette rencontre. Et puis bien sûr, à suivre particulièrement du côté de Lugano, Dusan Pajek, le Tchécoslovaque qui dispute sa 2e rencontre avec l'équipe tessinoise. À relever encore des blessés du côté de Berne, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, c'est Kunti et Triulti. On revoit ici le tir de Montandon tout à l'heure, capté puis relâché par le gardien tessinois Marchmid. Puck bernois, André Gunzi, et ce sera un... Non, il n'y aura pas de dégagement interne. Alors le puck est à nouveau récupéré par les Bernois. Howard sur la droite, Hagman n'arrivera pas, Egiman pour les Tessinois, puis Didier Massy.
Anderson, Paul Canon récupéré par les Bernois, Boutillier. Boutillier qui met au centre de déviation de Howard, repoussé par Barschmidt. Très bon début de match en tout cas. Massy. Et puis une occasion pour les Bernois. Rovald manque devant Barschmidt. C'est la troisième fois que le gardien tétinois est mis en danger. Alors qu'en face, Tosio n'a encore strictement rien eu à faire. Vous l'entendez, une ambiance absolument folle dans cette Allende. On l'a dit, pratiquement archi-comble. Il doit y avoir entre 15 et 18 spectateurs. Et puis finalement, Eggiman envoie un premier tir capté par Tosio qui va pouvoir relancer Boutillier. Alors, forte pression des Bernois dans ce début de rencontre. Boutillier est offside. On engage sur la droite le but du gardien Barschmidt après 13 minutes exactement de jeu dans cette première période. Aucun but n'a été marqué pour l'instant. Il y a eu plusieurs pénalités et les Tessinois viennent d'en échapper d'une encore. C'est Dusan Sajek qui est sur le banc pour 2 minutes. Donc 4 Tessinois contre 5 Bernois. Bikoubis essaie de prolonger. Brazelet. Bob Martin qui peut récupérer. Bikoubis. Avoir fait de l'équipe bernoise, retour à Bikoubis. Montandon. Et puis finalement, Barschmidt et la cage est déplacée. Le puck n'est pas entré. Le puck n'est pas entré, mais l'occasion était belle pour Bob Martin. Le voici Bob Martin ici avec son numéro 9. Et puis Brazelet vient de passer également. Alors une belle occasion pour l'équipe tessinoise, pour l'équipe bernoise, pardon, à 5 contre 4. On va peut-être revoir. Voilà, on revoit Kuhn qui va redonner à Montandon à Bikoubis d'abord. Et Bikoubis Montandon. Et puis le tir de Montandon repoussé par Barschmidt, c'est le Scolar. Et à nouveau un fort fait des Bernois. Barschmidt repousse. Puis Barschmidt encore. Il voit sa botte, la botte qui passe entre les jambes. Et il n'entre pas au grand désespoir à nouveau de Bob Martin. Alors de chaudes alertes là pour l'équipe tessinoise. Mais on en reste toujours à 0-0. Et on va engager sur la droite les buts de Barschmidt. Lutti face à Alan Howard. Toujours 4 Tessinois contre 5 Bernois. Et cela pendant plus d'une minute encore. Domeniconi, Howald. Il y a Boutillier à la ligne 2. Boutillier, retour à Howald. Howard qui réclame le puck également. Boutillier, Howard. Oh, qui remet très bien pour Howald. Howald qui tire, qui va. Cette fois-ci, au fond. Cette fois-ci, il est au fond après 14 minutes 44. But de Howald. 1-0 pour le CP Berne. On revoit la passe directe de Howard pour Howald. Tire et qui marque 1-0 pour le CP Berne. Ce premier tiers s'est terminé sur le score de 1-0, un avantage mérité pour l'équipe de Bill Gilligan. Le second tiers est resté animé avec des occasions de part et d'autre, passablement de pénalités également, surtout du côté tessinois. Alors on retourne à l'Allende alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans le second tiers. Engagement dans la zone de défense bernoise alors qu'il reste 6 minutes 34 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Aucune modification au tableau d'affichage, toujours un but, seulement un but marqué par les Bernois, qui mènent donc 1-0. Mais depuis quelques instants, les Tessinois se créent quelques occasions ici, un tir qui touche la latte. Qui n'est pas très fort, mais qui a touché la latte. Montandon, avec lui il y a Bikoubis, Montandon encore, au nom de Bikoubis, retour à Montandon, Bikoubis arrive là-bas, intervention de Patrice Brazelet. Brazelet passe à Gilles Montandon. Et Guiman.
Didier Massy. Lionberg. Arrive de haut. Le dégagement des Stéphanois.